Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Vous êtes correspondante pour la radio publique israélienne. Rina Bassist, pendant qu'Etanit faisait son portrait d'otage, pendant la publicité, vous m'avez dit c'est très émouvant. C'est quelque chose qui manque, d'après vous, cette visibilisation des victimes israéliennes en France dans la façon dont le conflit est traité par la presse? Oui, tout à fait. Je pense, si on parle des victimes, si on parle des otages aussi, on a un peu le sentiment, et je passe pas mal à la télé française, on a un peu le sentiment qu'on les a oubliés ici. En Israël, bien sûr, on continue à parler d'eux. C'est une discussion, un discours quotidien. Mais ici en France, et malgré le fait qu'il y a 3 otages qui sont des franco-israéliens, on ne voit pas leur visage. Moi, j'aurais souhaité que leur visage, ces 3 personnes, ça sera affiché sur tous les écrans, surtout les façades des mairies de Paris. Ce n'est pas le cas. Et pourtant, je sais qu'il y avait une grande campagne de la communauté juive française pour que ça soit fait. Ce n'est pas le cas. Et on attend aussi sur les plateaux, on ne parle plus de... Je comprends très bien qu'on parle de la question de cessez-le-feu, c'est tout à fait normal, qu'on parle de la souffrance aussi des Gazaouites. C'est tout à fait normal et je pense aussi pour les Israéliens. On parle aussi de ça, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite ignorer. Mais ce qui fait la peine, c'est qu'on a oublié un petit peu ici en France ce qui s'est passé effectivement le 7 octobre. C'est comme si le 7 octobre, il s'est passé, c'est terminé et on passe aux autres choses. Comment vous l'expliquez ça, Rina Bassist? Bon, je pense d'abord, c'est la nature humaine un peu de parler de ce qui se passe, mettre à côté ce qui était avant, mais c'est aussi, il y a un petit peu une malcompréhension, je pense, au fait que ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas terminé. Ce n'est pas un événement qui s'est terminé et maintenant on a passé à la catastrophe humanitaire parce qu'il y a bien sûr une crise humanitaire à Gaza, on y passe ça. C'est pas des choses qui sont... Voilà, il y avait l'un et après il y avait l'autre parce que la souffrance, par exemple, vous avez parlé des 134 otages, ils sont encore là. Ils sont à Gaza, eux. Ils sont à Gaza. Et il y a aussi des dizaines de milliers d'Israéliens dans le sud et dans le nord qui étaient forcés à quitter leur maison, qui habitent plus chez eux. Ils sont déplacés. On n'en parle pas ici de ça, de cette souffrance des Israéliens qui... Ça vous surprend? Oui, d'une certaine façon, ça me surprend parce que ces gens-là, eux aussi, ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu leur maison, surtout les gens qui ont quitté leur kibbutz, au Moshav, ou même la ville dans le sud. Leurs maisons sont détruites. Ils ne peuvent plus retourner à leur maison. Ils ne peuvent plus retrouver leur vie, même d'avant. Et je pense que dans leur psychique, peut-être il y a des gens qui seront incapables même de retourner là-bas. Et cette souffrance-là, on les a mis à côté ici, en France, on n'en parle plus. Vous, quand vous en parlez, vous avez l'impression, puisque vous le dites, on vous voit souvent effectivement sur les plateaux télé, quand vous en parlez, quelle réaction voyez-vous autour? Et puis d'ailleurs même, est-ce que vous osez vraiment en parler? Bon, moi, j'essaye... chaque fois que je suis sur un plateau de parler des otages, bien sûr, parce que je pense que aussi comme une mission personnelle d'une certaine façon de parler à eux. Et c'est pour ça aussi que chaque fois qu'il y a des délégations ici de familles, j'essaie de les voir, de leur parler, de discuter avec eux, parce que comme ça, je peux aussi amener leurs paroles. Quand je suis à la télé, Ariel Ben Samoun a parlé tout à l'heure de cet hommage des victimes très émouvantes qui étaient aux Invalides. Justement, d'une certaine façon, ça m'a donné une occasion. Après, quand j'étais sur le plateau de télé, j'ai parlé à ces familles. Ils ont dit comment c'était important pour eux. Et c'est quelque chose qui était pas presque évident paradoxal pour eux. Parce que c'est vrai que la France a organisé un hommage très émouvant. Emmanuel Macron a eu des mots très forts et très justes parlant concernant le 7 octobre, ce qui est effectivement vrai, de plus grands massacres antisémites de ce siècle. Et pourtant, il y a ça. Et en même temps, il y a cette invisibilisation, cette mécompréhension dont vous nous parlez. Comment les deux peuvent subsister en même temps? C'est quelque chose qui est très difficilement... On a du mal à le comprendre ou à le cerner. Bon, c'est aussi peut-être la façon dont les titres qu'on a donnés à cet hommage. Parce que bien sûr, on a dit que c'est Monsieur le Président a dit que c'était
les massacres antisémites les plus grands depuis des années, des siècles, et hors de la France, etc. Mais d'une certaine façon, pour les Israéliens, ça ne suffit pas de dire que c'était un acte antisémite. Tous les côtés israéliens étaient mis à côté. Pourquoi? Peut-être c'est pas très confortable de parler maintenant quand il y a la souffrance à Gaza. C'est plus confortable de parler de la souffrance israélienne, justement. Et si on regarde même les discours du président Macron, il a à peine dit le mot Israël et israélien. C'était quasiment inexistant. Donc, c'était très émouvant, en fait, qu'il a cité les noms. Je pense pour la famille, c'était d'une extrême importance. Et ils ont tous dit ça. C'est très important pour eux que le président a donné des noms et des visages à leurs proches, aux gens qu'ils ont perdus. Mais le côté israélien, le fait que c'est passé en Israël, dans le sud d'Israël, ce n'était pas passé quelque part dans le monde. C'était passé en Israël. Ce côté-là est mis à côté. Et on voit ça aussi, je vois sur les plateaux, et les discours, je dis entre guillemets, bien sûr, de l'autre côté, les gens qui sont en face de moi, souvent ça devient un discours idéologique, voilà, de ce conflit israélo-palestinien. Déshumanisant, déshumanisant, vous avez l'impression aussi. Quand on dit idéologique, on ne sait pas ce qu'on peut mettre derrière ça. J'essaie d'être prudent avec ces mots, mais c'est un sort de discours qui met dans un contexte ce qui s'est passé le 7 octobre. Et c'est ça peut-être le problème. On ne peut pas les mettre dans un contexte, ce qui s'est passé. C'était passé en Israël. On ne peut pas regarder ça et dire c'est juste un acte antisémite. C'est passé en Israël. Et même si ce n'est pas confortable, et ces contextes-là, on ne peut pas les associer à ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça s'est passé en Israël. Israël, jusqu'au 7 octobre, c'était la quintessence, j'ai envie de dire, du plus jamais ça, même si la mémoire de la Shoah était absente au début de la création d'Israël. En tout cas, ces dernières années, c'est quelque chose qui est important. Et Israël, c'est le foyer de protection du peuple juif. Et ce foyer de protection du peuple juif, il a été violé ce 7 octobre. C'est pour ça aussi que c'est important pour vous de parler du fait que ça s'est passé en Israël, ou si vous insistez comme ça là-dessus, c'est aussi pour d'autres raisons? Bon, je pense que le fait est que c'était passé en Israël, quand on regarde de cette perspective-là, nous les Israéliens, je pense qu'il y a ce sentiment maintenant que tout ce qui était acquis n'existe plus. Et donc, ce sentiment de force, en fait, parce qu'Israël est un pays fort, pas juste militairement, mais une société, une économie très forte. Et on vivait dans une situation où, voilà, les enfants allaient à l'école, et les étudiants à l'université, les gens travaillaient, tout s'était bien passé. Et soudainement, il y a ce sentiment comme si ce monde n'existe plus. J'avais une amie qui habite en Israël, avec qui je parlais un petit peu avec le 7 octobre, elle m'a dit « on se sent comme des orphelins. On n'a plus les parents autour de nous pour nous soutenir, on n'a plus même le leadership pour dire que tout va bien se passer. On est des orphelins et on est dans une situation où même l'existence d'Israël, on n'est pas sûr. » Et ça, c'est quelque chose, pour ma génération, j'étais enfant quand il y avait la guerre de Yom Kippour, ce sentiment comme si l'existence d'Israël est en danger, ça c'est quelque chose que pour nous, c'est incompréhensible, je pense. Rina Bassist, il y a cette vulnérabilité que vous avez très bien décrite, qui a été révélée malheureusement par ces terribles massacres du 7 octobre. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on entend peu, qu'on voit peu, c'est les débats qu'il peut y avoir à l'intérieur même de la société israélienne sur ce qui se passe, la façon dont sont prises les décisions du cabinet de guerre, la colère, la peur, la crainte des familles d'otages, les débats politiques parfois violents, parce que c'est vrai, malgré le fait qu'il y ait cette guerre et que les Israéliens soient unis, ils ne se départissent pas de leur esprit combatif, et il y a parfois des débats très, très violents à l'intérieur même d'Israël, même dans cette période.
Oui, on est dans une situation contradictoire. D'un côté, vous avez bien dit que le peuple est uni et je pense qu'il y a une solidarité qui est extraordinaire. Et on va même ici en France avec, je pense, tous les Juifs français avec qui je parle, ils sont tous engagés. Chacun fait ce qu'il peut pour aider, si c'est des dons, si c'est pour même coup de téléphone, et parler aux proches et aller en Israël. Ce sentiment de solidarité, il est vraiment extraordinaire. Et de l'autre côté, il y a un débat très, très dur, violent même dans la société israélienne. Et surtout, il y a les familles des otages qui ont le sentiment que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut faire, que cette mission de faire revenir les otages, c'est peut-être pas la première priorité, mais la deuxième, après avoir gagné la guerre, après avoir éliminé Sinwar et ces autres, voilà, les autres leaders de Hamas. Et j'ai parlé justement hier avec quelques personnes qui étaient à La Haye, et aussi ils ont dit que le gouvernement n'a pas compris, il n'y a que ça. Ça doit être la seule mission maintenant de faire revenir les otages en tout prix. Des Israéliens qui sont à La Haye, parce qu'on en parlait effectivement, des familles d'otages israéliens sont allées à La Haye pour porter plainte contre le Hamas au niveau de la justice internationale. En Israël, c'est quoi la priorité? Détruire le Hamas ou les otages? Et d'ailleurs, est-ce que ça se pose en ces termes dans l'esprit? C'est ça la grande discussion. On voit bien que M. Netanyahou, il prime la fin de la guerre, donc la continuation des combats jusqu'au moment où il n'y aura plus Hamas. Bon, pour lui, son explication est qu'on ne pourra pas faire revenir les otages sans augmenter cette pression militaire sur Hamas. Et c'est à travers cette pression militaire que Hamas va céder à accepter une certaine deal pour la libération. Les familles des otages ne voient pas les choses de la même façon. Les familles des otages, d'abord, il y a la crainte aussi physique, parce que tant que les combats continuent, on ne sait pas dans quelle situation les otages sont tenus. On ne sait pas si les bombardements peuvent les toucher. On ne sait pas. On ne sait pas dans quel danger ils se sont. Au fait que les batailles continuent. Et deuxièmement, ils disent les leaders de Hamas, on peut les toucher, on peut arriver à cette personne, on peut les éliminer plus tard. On va les chercher plus tard. D'abord, il faut retrouver les otages. Il y a cette question évidemment qui se pose avec Yahya Sinwar, puisque Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, il avait été libéré dans le cadre de l'accord sur Gilad Shalit. Il y a une grande différence entre ce qui s'est passé à l'époque de Gilad Shalit, pour ceux qui s'en souviennent, c'est-à-dire un seul otage libéré en échange de dizaines, de centaines de prisonniers. 2027, et oui. voilà. Et là, tous les débats qu'il y a par rapport au fait que les otages devraient être ou non une priorité. Vous, comment vous interprétez cette évolution? Mais je crois qu'on va voir si vraiment il y aura une deuxième deal pour la libération des otages. Voilà, cette question, on va la retrouver. On a bien vu qu'avec la libération des otages le mois de novembre, il y avait recours à la justice justement parce que les citoyens israéliens, les familles des victimes des actes terroristes, ils ont le droit dans la loi israélienne de contester ce genre de décision. Et cette contestation n'a pas abouti à l'époque, mais là, on parlait de prisonniers palestiniens il y avait juste quelques-uns qui étaient impliqués dans des meurtres, les autres étaient impliqués dans des crimes moins graves. Ça ne sera pas le cas. S'il y aura maintenant un nouvel accord pour la libération des otages, on va voir justement des prisonniers palestiniens qui ont tué, qui ont planifié des assassinats et qui vont être libérés. Les familles des victimes de ces personnes auront le droit justement de contester cet accord. Donc là, toutes les émotions qu'on a vues justement avec Gilad Shalit, et il y avait beaucoup d'émotions à l'époque, ils vont ressurgir, ça c'est clair. Merci beaucoup Rina Bassist, correspondante pour la radio publique israélienne, d'être venue nous voir à Radio J. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup pour vos éclairages, vos analyses qui sont précieuses en tant que journaliste israélienne à Paris. Merci beaucoup. Merci Eva. Le Grand Journal, Eva Soto.